Juste pour compléter la présentation, que vous sachiez d'où je parle. D'abord, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui, bien sûr. Donc, ma spécialité, c'est on va dire la sylviculture, avec un regard par les méthodes appliquées, la modélisation. J'ai eu l'occasion de travailler avec des spécialistes de disciplines très variées dans le champ de l'écologie forestière, des sciences du bois. Depuis 5 ans, je travaille avec une équipe de généticiens et de physiologistes à Orléans, toujours sur la forêt. Et puis, j'ai passé 6 ans à l'ONF en détachement comme responsable du département R&D de l'établissement, qui comptait à l'époque à peu près 80 collaborateurs, ce qui m'a permis d'être au contact de toutes les problématiques socio-économiques et culturelles que l'établissement ONF par lesquelles il est concerné. Donc cette expérience-là a été utilisée par l'INRA lorsque je suis revenu. L'INRA m'a confié la mission de pilotage scientifique d'une étude conjointe avec l'IGN sur la contribution des forêts à l'atténuation du changement climatique. Donc je vais utiliser beaucoup des résultats de cette étude aujourd'hui, mais pas seulement. J'essaye également de vous donner quelques infos un peu générales sur les forêts parce que c'est peut-être pas très familier pour vous, et principalement sous l'angle de la question suivante. Pour alimenter une très forte expansion de l'usage du bois dans la sphère économique, aussi bien pour construire que pour substituer des énergies fossiles. Quelle marge de récolte est-ce qu'on a aujourd'hui par rapport aux usages actuels? Comment utiliser ces marges compte tenu de l'ensemble des processus de gestion des forêts, des contraintes réglementaires qui peuvent être évolutives, et puis de façon générale, on va dire, du regard social sur les forêts et la manière de les gérer. C'est pour ça que j'ai choisi en intro, en image de démarrage, cette belle vue printanière de la forêt de Fontainebleau, où il y a un très bon résumé à la fois d'une ressource bois de très haute qualité, une qualité de biodiversité exceptionnelle à l'échelle nationale et probablement au-delà, une qualité paysagère, bien entendu, c'est la partie de Fontainebleau qui a suscité l'émergence de l'école de Barbizon, avec la contestation des plantations de pins sylvestres à l'époque. Ces pins sylvestres que vous voyez là, et que aujourd'hui dont la société conteste la récolte aujourd'hui. C'est très intéressant. Donc les peintres du 19e ont critiqué la plantation, et aujourd'hui, lorsque l'ONF veut couper ses pins pour revenir à l'état de l'Orne, qui a un habitat de très haute valeur écologique, la société critique aussi le fait qu'on coupe ces arbres dans un but d'ingénierie écologique. Donc ça vous donne un petit résumé immédiat, cette photo, de tout ce qui est, de toute la complexité finalement de la chose forestière, où il y a beaucoup plus évidemment que du stock de carbone et des perspectives de construction de bois. Je ne vous détaille pas, ça c'est une petite diapo en anglais pour les visiteurs qui résume quelques chiffres importants sur la ressource de France métropolitaine. 75% de la surface est privée, seulement 9% appartient à l'État sous la forme des forêts domaniales. C'est une forêt qui est massivement régénérée naturellement, les plantations ne représentent que 13%. On a un potentiel d'espèces qui est déjà très très élevé, 120 espèces recensées en métropole, enfin plus de 120, et c'est probablement encore insuffisant compte tenu du risque climatique. Elle est massivement feuillue, cette forêt, ça compte beaucoup, à la fois pour ses aménités et également pour sa valeur d'usage. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des bois résineux qui sont consommés. Et pour terminer, on ne consomme actuellement que à peu près la moitié de l'accroissement brut de la forêt. Ce qui veut dire qu'on a une marge très importante. L'accroissement du stock annuel est à peu près équivalent à la récolte. Alors on verra que ça peut être légitime d'augmenter le stock dans ces proportions-là, mais c'est peut-être pas très prudent actuellement. Si vous regardez dans le contexte européen, ça c'est les stocks nationaux en millions de mètres cubes des 4 premiers pays forestiers. On
voyez que la France est celui des 4 qui stocke le plus rapidement, 27 millions de mètres cubes en moyenne, sur une période un peu plus longue que ce que je vous donnais dans la slide précédente. Donc la France a un stock de bois qui est très important et c'est celui qui augmente le plus vite des 4. Qui possède les forêts dans notre pays? Alors, plus c'est marron foncé, plus c'est privé. Hein. Donc, c'est au-delà de 75% de forêts privées. Donc, ce qu'on voit, c'est que la France, dans le concert européen, fait partie des pays où la forêt est le plus fortement privée. Alors, ça, c'est important aussi, hein, parce que on ne raisonne pas de la même façon dans les régions où il y a une forte proportion de propriété publique. Et ça vous montre aussi pourquoi les Français ont des affinités particulières avec les Portugais et les Suédois dans leur façon de prendre les problèmes. Et enfin, un dernier aspect, c'est que la forêt publique est quand même importante sur la frange est et sud du pays. Et ça crée aussi un peu de confusion, c'est-à-dire souvent en France, notamment dans les médias, on associe forêt et ONF. En fait, l'ONF n'exerce ses missions essentiellement que dans ces régions-là et dans une partie des forêts de ces régions-là. Donc c'est important d'avoir bien en tête que les 3/4 de la forêt en France sont privés et en plus que c'est hétérogène, c'est massivement concentré à l'ouest du pays. La forêt privée à l'ouest. Les objectifs non productifs sont importants, on l'a déjà commenté dans la diapo d'introduction, en particulier tout ce qui concerne les actions spécifiques de conservation de la biodiversité, dont une partie sont antagonistes avec la production forestière. C'est le cas ici lorsqu'on crée ce qu'on appelle des réserves biologiques intégrales. Ce sont des morceaux de forêt qui sont destinés à laisser la nature s'exprimer de façon aussi spontanée que possible. En général, on n'y fait quasiment plus rien, éventuellement de la chasse pour suppléer le fait qu'il n'y a plus de prédateurs des herbivores, mais c'est le maximum de ce qu'on fait. Juste pour votre information, on est en train de créer un parc national de plaine entre Bourgogne et Haute-Marne, dans lequel il va y avoir une nouvelle réserve intégrale de 3000 hectares de forêt qui vont être pris sur des sols forestiers extrêmement productifs. Donc ça, c'est une des conséquences du Grenelle de l'environnement qui, à la demande de la société qui s'est exprimée pendant le Grenelle, a débouché sur la création de ce nouvel instrument qui va se traduire par la perte de production sur 3000 hectares. Alors il y a des raisonnements, bien sûr, sous-jacents à ça, mais ce qui est important de voir, c'est qu'une partie, disons, de la demande environnementale de la société, en ce qui concerne les forêts, se traduit par de la perte de disponibilité pour la production. Un autre aspect de la disponibilité de la forêt, c'est l'adéquation entre la ressource que nous avons en France et puis la demande des marchés. Ici, vous avez la répartition entre feuillus et résineux pour un certain nombre de critères. Alors ici, c'est la surface. Ça, c'est le volume sur pied. Ça, c'est l'accroissement annuel en volume. Ça, c'est la récolte annuelle. Et puis, ça, c'est la production des siècles. Donc, ce qu'on voit, c'est que vers la gauche, ici, c'est ce qui est immédiatement sensible, finalement, aux visiteurs, aux promeneurs, à celui qui consomme la forêt pour ses aménités. Donc, une forêt qui est massivement feuillue. Et à l'autre extrémité, c'est ce qui est immédiatement impacté par le consommateur, même si lui-même ne s'en rend pas compte, lorsqu'il va faire ses courses, essentiellement chez Ikea ou chez des grandes chaînes de meubles de ce type-là. Donc ou quand il va choisir ses procédés constructifs. Donc là, il va utiliser essentiellement du résineux, tout simplement parce qu'actuellement, cette ressource-là est beaucoup plus efficace en termes quasiment par rapport à tous les facteurs d'efficacité, de rendement, de densité, de caractère approprié pour les procédés de transformation, etc. Donc on sent bien ici qu'il y a un hiatus assez fort entre les deux. Donc on a à notre disposition et on apprécie une forêt massivement feuillue, mais on consomme massivement du résineux. Alors ce hiatus est comment dire, résolu
très largement par des importations et à contrario par l'exportation de grumes feuillues, mais il est également compensé par le fait que eh bien, finalement la forêt feuillue est très très sous-exploitée en France. Alors lorsque vous regardez ici, ça c'est une figure un peu technique, c'est le taux de prélèvement des différentes espèces, donc le rapport entre ce qu'on récolte chaque année et puis l'accroissement de chaque espèce. Dans une forêt qui serait à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire avec une répartition équilibrée des différents âges, on devrait avoir un taux de 100%, c'est-à-dire on devrait couper chaque année l'équivalent de ce qui pousse. Vous voyez que la seule espèce qui est à 100%, c'est le pin maritime, avec le massif des Landes d'Aquitaine que vous connaissez bien, certainement. Par contre, la totalité des autres, quasiment, sont aux alentours de 50%, y compris des espèces qui sont depuis très très longtemps dans les paysages forestiers, comme le chêne, le hêtre, le sapin, etc. Dans la mesure où elles sont là depuis très longtemps, où elles sont censées faire l'objet d'une gestion durable, on devrait être pour ces espèces proche de 100%. Vous voyez qu'on est très très loin du compte. A contrario, une espèce comme le Douglas, qui est originaire d'Amérique du Nord, qui a été massivement introduite, notamment après la guerre, dans le cadre du Fonds forestier national, on s'attendrait à ce que cette espèce soit un peu plus faible que ça. En réalité, elle pousse tellement vite qu'elle est déjà à maturité pour les premiers des reboisements, et même très largement. Il y a une pression actuellement assez forte pour mobiliser cette ressource. Et donc on a finalement un taux de prélèvement qui est déjà relativement satisfaisant. Donc on voit qu'on a ici des marges de récolte, d'un point de vue strictement technique, quasiment pour toutes les espèces, aussi bien d'ailleurs chez les résineux que chez les arbres. Donc même si la demande en résineux est beaucoup plus forte que la demande en feuilles, comme on l'a vu précédemment, ça ne veut pas dire pour autant qu'on exploite notre ressource résineuse au meilleur de ses possibilités. Ça a d'ailleurs des conséquences un peu gênantes, c'est que les sapins par exemple, c'est surtout valable pour eux, les sapins dépassent assez souvent la vivacité du forestier, ils grossissent trop vite par rapport à la capacité à les mobiliser, et ils sont en train de s'accumuler dans des gros diamètres, ce qui pose clairement des problèmes de transformation. Les scieries sont plus du tout adaptées à la transformation de très gros sapins de 80 cm et plus. Voilà, donc c'était un petit balayage d'un certain nombre de sujets relatifs à la ressource, à sa disponibilité. Alors on a essayé d'élaborer autour de ces différentes questions dans cette étude INRA-IGN que j'évoquais en commençant, donc qui a été réalisée, dont tous les supports sont disponibles en ligne, là vous avez les références, et puis qui a été réalisée par un groupe de 23 chercheurs qui appartenaient aux deux organismes porteurs, plus FCBA, le Centre technique du bois et de la meule blanc, et AgroParisTech. Alors, moi j'étais le pilote scientifique, donc plus spécialement chargé, on va dire, de la rédaction de synthèse à partir des différentes contributions. Alors, j'aurais voulu, le travail continue bien sûr en parallèle de cette étude, j'aurais voulu pouvoir vous donner beaucoup plus de chiffres précis sur qu'est-ce que représenterait une forte augmentation de la part de marché construction bois, par exemple. Et j'ai attendu quasiment à la dernière journée, mais je n'ai pas réussi à avoir des chiffres. Il y a certains de ces chiffres qui ne sont pas communicables, c'est-à-dire des embargos, des organismes qui sont en train de les produire. Il y a aussi du retard statistique de cette filière qui est quand même un petit peu archaïque. Et puis, il y a des nouvelles statistiques récemment produites, comme celle-ci, évaluation de la ressource en bois d'œuvre, qui a été diffusée le 5 juillet et que je suis chargé d'expertiser pour certains des organismes porteurs. Donc je n'ai pas encore rendu mes conclusions et ça me gênait de vous donner des choses très précises aujourd'hui de ce point de vue. Donc je ne pourrais pas remplir complètement la commande qui était de vous donner des chiffres précis sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue technique comme augmentation de la part de marché du bois dans la construction. Par contre, ce que je vais vous montrer quand même, je pense que ça quand même, c'est pertinent par rapport à votre préoccupation. Je vais vous montrer qu'il est possible d'augmenter
techniquement de 80% la récolte de bois en France. Ça va, si c'est le cas, si on le fait, ça ne va pas se décalquer de façon proportionnelle sur tous les marchés, que ce soit bois d'œuvre, bois d'industrie et bois énergie. Par contre, ça donne de la marge pour imaginer une augmentation très forte de la part de marché du bois. Je ne pourrais pas dire plus que ça aujourd'hui, mais je préfère vous montrer les enjeux, les défis qui sont posés par une telle transition, augmenter de 80% un secteur d'activité, c'est quelque chose de tout à fait inédit, en tout cas pour les forestiers qui sont des gens très conservateurs. Voilà. Alors, dans cette étude INRA-IGN, on a fait un travail de scénarisation. On a considéré des scénarios de climat, des scénarios de crise sanitaire forestière, ça je vous montrerai un peu de quoi il s'agit, pas le climat, et puis des scénarios de gestion-mobilisation des ressources forestières. Donc ça je le détaille un petit peu, puisque c'est là où en fait sont les leviers d'augmentation de la récolte. Ici c'est le premier scénario, l'appelé extensification. Ayez en tête que c'est ça le tendanciel actuellement. Si on ne fait rien, on est sur cette trajectoire, qui est en fait une récolte stable à peu près à 50 millions de mètres cubes par an. Ce qui, si on la garde stable comme ça dans le temps, va se traduire par une baisse du taux de prélèvement, puisque la ressource elle-même n'arrête pas d'augmenter en volume, en accroissement, et donc si on prélève un même volume absolu, le taux diminue. Ce qui veut dire forcément des espaces qui vont être de plus en plus en déshérence. Une partie seulement de la forêt de métropole serait gérée durablement, le reste étant un peu en partie en roue libre. Voilà, je ne détaille pas plus que ça. Ce scénario est tendanciel et finalement demande. Un second scénario, les dynamiques territoriales, ici c'est le taux de récolte qui serait stable. On récolterait 50% de l'accroissement en volume de façon entretenue dans le temps, ce qui veut dire que la récolte absolue progresserait jusqu'à peu près 70 millions de mètres cubes en 2050. Là, on a supposé que l'attitude par rapport au changement climatique était réactive alors qu'elle était passive dans le premier scénario. Réactive, ça veut dire qu'on fait du changement en réaction à des grandes crises, à des grands chocs. Et là, on a supposé aussi dans ce scénario-là qu'il y avait des divergences entre territoires dans la manière d'utiliser les forêts, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, on les a simplement propagées dans le temps. Par exemple, la Nouvelle-Aquitaine est une région qui traditionnellement utilise beaucoup ses forêts pour qui c'est un enjeu politique de premier plan. Puis il y en a d'autres qui les regardent plutôt comme un cadre de vie, en essayant d'y toucher le moins possible. Donc ça, ce sont des différences entre territoires qui existent aujourd'hui et on les a simplement prolongées, propagées dans ce scénario. Et puis enfin, le troisième scénario, on l'a appelé intensification avec plan de reboisement. Donc ici, on a supposé une récolte en hausse régulière, y compris dans son taux de prélèvement. On a supposé qu'on montait jusqu'à prélever 70% d'accroissement, ce qui signifie que le stock continue d'augmenter, puisqu'il reste 30% de l'accroissement qui est capitalisé chaque année. Et ça nous amène en valeur absolue à 90 millions de mètres cubes récoltés chaque année, 90 par rapport à 50, donc c'est là où il y a une augmentation quasiment de 80%. Oui, même exact. En outre, on a supposé dans ce scénario la mise en œuvre d'un plan de reboisement de 500 000 hectares et une remise en production assez générale des espaces qui aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. Alors, il y a tout un vocabulaire, une présentation un peu discursive du scénario que je ne commente pas. On estime que tout ce qui est écrit là autour est nécessaire à l'atteinte de cet objectif d'augmentation forte du taux de prélèvement, même si on n'est pas capable de le démontrer, on n'a pas des modèles suffisamment précis pour simuler des choses pareilles. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce scénario, a priori, est extrêmement difficile à mettre en œuvre, à tout point de vue, économique, social, politique, et puis même d'ailleurs simplement l'outillage
évaluer sa faisabilité, imaginer les trajectoires de changement pour le mettre en œuvre. Tout ça, pour l'instant, est manquant. Ce qui n'a pas empêché que, lorsque on a restitué ce travail en 2017, le gouvernement a réagi de façon inhabituellement ferme et claire, et avec une procédure à laquelle on n'était pas habitué. C'est le ministère de l'écologie qui a parlé par la voix de la DG Énergie-Climat. On n'a pas entendu les autres, ni l'agriculture, ni la direction biodiversité du même ministère. Alors que d'habitude, tout ce monde-là se chamaille joyeusement dès qu'il est question de forêt, puisque bien entendu, chacun voit midi à sa porte. Et donc ce qui était nouveau, c'était que pour une fois, le gouvernement parlait d'une seule voix. Il a choisi de le faire par cette direction. Et il a dit publiquement que ce scénario était une évidence et un minimum. C'est-à-dire que sans cette contribution de la forêt, il n'y avait pas de trajectoire de décarbonation nationale qui était viable. Donc c'est des choses extrêmement fortes. On en a vu la traduction dans la stratégie nationale de la composante forestière de ce document, du projet, et c'est exactement ce scénario-là. Donc on se trouve dans une situation qui est assez nouvelle. C'est un défi aussi pour nous les chercheurs. Et c'est un peu difficile pour l'instant de savoir comment ces intentions, oui c'est ça, c'est des intentions, vont se décliner en mise en pratique. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai évoqué rapidement avant, c'est-à-dire tout le côté défi majeur en termes de mise en œuvre, on n'en voit pas les prémices d'application. Alors, dans l'étude, on a essayé d'évaluer l'impact de ces trois scénarios en termes de bilan de carbone de la filière. Alors, dans ce bilan de carbone, il y en a une partie qui est facile à retrouver dans la comptabilité habituelle. C'est la partie changement d'usage des terres, donc la variation de stock, essentiellement dans la biomasse. Donc ici, c'est l'augmentation du stock annuel dans la biomasse des feuillus. Ça, c'est la biomasse des résineux. En jaune, c'est le bois mort. Ici, c'est les sols forestiers, donc il y a un peu de stockage. Et puis, les parties en bleu, ce sont les émissions de CO2 qui sont évitées actuellement par l'usage des produits bois plutôt que de leurs concurrents. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'impact cumulé des trois scénarios jusqu'à 2050 est à peu près du même ordre de grandeur. Il y a un petit choc dans le troisième qui est lié à la récolte de 500 000 hectares pour planter autre chose à la place. Donc, ça a un petit effet transitoire, mais ça ne change pas fondamentalement la dynamique. En revanche, ce qui est très différent entre les trois scénarios, c'est la répartition entre les composantes écosystème et, on va dire, société. Et ça, c'est très important pour l'avenir. Ça a beaucoup imprimé l'esprit des gens qui ont réagi à cette étude. C'est-à-dire que quand on stocke dans l'écosystème, certes, on est en train de compenser l'accumulation de gaz à effet de serre, mais on la compense d'une façon qui est labile. C'est-à-dire on sait que le carbone des écosystèmes forestiers est susceptible d'être relargué massivement et rapidement dans l'atmosphère de façon incontrôlée. Et ça, je pense que quiconque a vu les images des grands incendies canadiens, par exemple, comprend très bien comment ça peut se réaliser. Alors, il y a effectivement, donc, de la part du gouvernement, un engagement très fort sur ce scénario là-bas à droite, qui est très challenging, comme on dit. En revanche, il y a beaucoup d'acteurs qui, explicitement ou implicitement, tiennent à ce qu'on reste dans le statu quo actuel en disant « mais tout va bien les gars, la forêt stocke, donc continuons comme ça ». Non seulement ça ne demande pas d'efforts, ça ne demande pas d'investissement, ça ne provoque pas d'urticaire dans la société, chez les usagers de la forêt. Donc, que réclame le peuple? En fait, ce que réclame le peuple, c'est que si on se projette à quelques décennies devant nous, ce scénario, c'est une accumulation de prise de risque. Non seulement par la fragilisation de la filière en tant que filière d'activité économique, mais aussi simplement la fragilisation du stock de carbone en question. Donc c'est ça, en gros, l'argument très impactant, on va dire, de notre travail. Alors pour ça, on a... là, je défile d'un seul coup.
une des originalités de l'étude, c'est d'avoir imaginé des scénarios de risque sans précédent dans chaque catégorie. Les incendies là-haut, au milieu les tempêtes et en bas des maladies émergentes de grande portée. Alors là, on s'est vraiment forcé à aller au-delà des ordres de grandeur, ou en tout cas des valeurs des précédentes crises. Vous vous rappelez certainement la grande tempête de 99 qui a fait 140 millions de mètres cubes de dégâts, ou Klaus sur le Pas maritime avec 60 millions de mètres cubes de dégâts. Donc à chaque fois, on s'est obligé à aller au moins 5-6 fois au-dessus. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive, dans ce cas-là, qui est le plus préoccupant, à une amplitude de 800 millions de mètres cubes, ce qui représente à peu près un tiers du volume sur pied actuel de la forêt française. Cela dit, ce chiffre est dans les choses possibles. On le voit en Amérique du Nord, la grande crise du dendroctone du pin a fait 1 milliard de mètres cubes de dégâts. Et la mise en plaquettes de ces pins alimente aujourd'hui des centrales électriques en Europe. Donc c'est quelque chose qui existe. Les agents pathogènes qui pourraient provoquer des crises comme ça sont déjà connus. Ils sont actuellement sur d'autres continents. Mais on peut craindre qu'un jour, ils arrivent chez nous malencontreusement, simplement sous le fait des échanges commerciaux. Et alors, bien évidemment, ces chiffres, ils sont donc plausibles, même si nous nous sommes forcés pour y arriver. Et surtout, ils nous permettent de remettre un peu en perspective la vitesse de stockage actuelle dans les forêts françaises et la contribution qu'elle apporte à atténuer nos émissions. 6 années de récolte actuelle, par exemple, grande crise, tempête, scolyte, donc c'est les insectes ravageurs et incendies qui viennent terminer le travail. Si ces 6 années de récolte, c'est donc également 6 années de stockage dans la forêt, puisque les deux sont au même niveau. 6 années de récolte, si nous arrivons à utiliser ce bois détruit pour en faire quelque chose dans la sphère économique, ça va nous permettre d'éviter des émissions par substitution. En revanche, si nous avons une filière bois qui est totalement fragilisée et que nous ne sommes pas capables de récolter malheureusement ce bois, bien entendu, ça va se traduire en dégradation de nos performances nationales du point de vue du bilan des émissions. Donc ça, c'était important, je crois, de produire ces chiffres, et puis, d'un point de vue interne à la filière, voir ce que ça représente, des catastrophes comme ce qu'il y a. Voilà, ça tombe bien, on est juste sur la conclusion. Donc, la question que j'avais envie de décliner pour terminer, c'est ok, la forêt est maintenant considérée comme un acteur majeur dans notre trajectoire de décarbonation. À quelles conditions, enfin de quelle façon on peut l'imaginer? Alors d'abord, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut imaginer une transition qui nous amènerait à plus 80% d'offres de bois en provenance des forêts de métropole, au prix d'efforts considérables de tous les acteurs. Alors ça concerne aussi bien des efforts de la filière elle-même, d'abord en amont des changements de pratiques forestières, des transformations de peuplement, une augmentation du rythme de renouvellement. On peut estimer que dans certaines régions, il faudrait doubler le rythme de renouvellement, ce qui veut dire que là où on régénère chaque année 1% de la surface, si on est sur une durée de 100 ans pour l'âge d'exploitabilité, il faudrait souvent doubler ce rythme, ce qui veut dire 2 fois plus de coupes dans le paysage, des piles de bois 2 fois plus nombreuses, des abatteuses qui se promènent sur les chemins, des camions dans les villages, etc. Donc c'est ça que ça veut dire, doubler le rythme de renouvellement, c'est pas de la poésie pure. Bon. Et puis en dehors de la filière, bien sûr, du côté de la filière, il y a des efforts importants à faire. Je pense notamment à recréer un secteur de sciage des bois feuillus, utiliser les feuillus dans les processus constructifs, ils peuvent jouer leur rôle, même si les résineux ont des facteurs de performance supérieurs. Donc tout ça, ça suppose de l'investissement dans le secteur, de la commande de bâtiments bois, etc. Ça suppose aussi des efforts dans la société, j'y reviendrai juste sur mon tout dernier point. Alors, du côté des forestiers, sachez que ça suppose
une telle transition, ça suppose quasiment une révision philosophique et morale, hein, parce que ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un minimum de consentement social à gérer